À 60 étages du sol, deux petites filles sont piégées derrière une porte scellée. Et la seule personne capable de les atteindre n'est ni un médecin, ni un agent de sécurité, ni même leur mère PDG. C'est le concierge. Ce qu'il va faire ensuite va déclencher un scandale, une guerre au sommet d'une multinationale, et une décision finale qui va tout changer. Rester jusqu'à la fin, parce que le dernier choix de Lucas ne concerne pas seulement ses jumelles, il révèle qui, dans cette histoire, a vraiment le courage de rester. Voici comment tout a commencé. Au-dessus des lumières de la ville, dans une tour bâtie sur la splendeur, la pression et des secrets que personne n'ose dévoiler. Mais parfois, ce sont les plus petits qui portent le plus lourd fardeau. Et parfois, celui que tout le monde ignore, celui dont personne ne se soucie, devient la seule voix qu'un cœur effrayé peut entendre. Ce n'est pas une histoire de richesse ou de titre. C'est une histoire qui raconte ce qui se passe lorsque des vies fragiles se heurtent à un courage discret et comment un homme ordinaire s'est retrouvé dans une situation qui allait tout changer. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez l'histoire se dérouler de manière honnête et inattendue. Car parfois, la guérison survient là où on s'y attend le moins. Personne ne pouvait s'occuper des jumelles du PDG milliardaire jusqu'à ce qu'un concierge père célibataire accomplisse l'impossible. Le premier, son qui a rompu le silence de minuit, n'était pas un cri. C'était le grincement métallique des volets de sécurité qui se verrouillaient, suivi du son strident et ascendant de l'alarme d'urgence cardiaque biotechnologique. Une vibration froide a parcouru les sols en verre, tandis que des lumières rouges clignotaient comme un cœur qui bat à toute vitesse le long des murs de la tour. Puis, les haut-parleurs ont diffusé une phrase qui a figé tous ceux qui travaillaient de nuit. Code Amber Heart. Les jumelles ont disparu de la salle de sécurité. À l'intérieur du pont aérien du 60e étage, un couloir entièrement vitré suspendu entre deux gratte-ciel. Le vent hurlait contre les parois transparentes. Le son était aigu, agité, comme si quelque chose essayait de s'introduire ou de sortir. Un agent de sécurité a frappé du poing contre la porte scellée, le souffle court. « Allez, allez, déverrouillez la serrure ». De l'autre côté de la porte, appuyée contre la vitre, se trouvait une petite fille aux cheveux emmêlés qui respirait bruyamment, furieuse. Lena Hart, 7 ans, frappait la barrière de ses poings. « Ouvrez !» cria-t-elle d'une voix cassée. « Je veux mon papa. Vous êtes tous des menteurs. Ouvrez !» Sa sœur jumelle, Mila, était assise près du bord incurvé du sol de la passerelle, le dos tremblant contre la paroi vitrée. Elle ne criait pas. Elle ne parlait même pas. Elle serrait ses genoux contre elle, respirant faiblement et rapidement, d'une manière qui faisait instinctivement craindre à celui qui l'écoutait qu'elle ne manque d'air. Le gardien frappa plus fort. « Petite, recule. Nous essayons de t'aider. Recule. » Mais Lena ne fit que frapper à nouveau la vitre. Le bruit sourd résonna, ricochant dans la passerelle. Au bout du couloir, le léger grincement des roues s'approchait lentement, régulièrement, de manière incongrue. Au milieu des alarmes frénétiques, Lucas Hale poussa son chariot de concierge au coin du couloir, marchant prudemment. Il portait une combinaison de la marine, un simple badge accroché à sa poitrine et le regard fatigué des hommes qui passent leur vie à nettoyer des dégâts qu'ils n'ont pas causés. Avant même qu'il n'atteigne le lieu de l'agitation, un bras se tendit pour le bloquer. « Monsieur, reculez !» aboya le garde. « Cette zone est interdite d'accès. » Lucas s'arrêta instinctivement, agrippant la poignée de son chariot. Interdite d'accès, urgence cardiaque, des jumeaux. Ce n'était pas son affaire, pas son problème, ce n'était pas sa place. Il commença à reculer le chariot quand quelque chose de petit, quelque chose d'incroyablement familier, attira son attention. Dans la poigne serrée et tremblante de Mila, un oiseau en bois, un petit moineau sculpté à la main, poncé jusqu'à être lisse. Pas de peinture, juste du bois, une forme et du soin. Lucas retint son souffle. Non, c'était impossible. Il connaissait tous les jouets sculptés qu'il avait fabriqués. Il connaissait leur poids dans sa poche. Il savait celui qu'il avait perdu hier dans le couloir, celui qu'il avait sculpté pour Noah, son fils, après une nuit difficile, marquée par la peur et la respiration sifflante. Quelle était la probabilité? La fille silencieuse d'un PDG, la tenant comme si c'était la dernière chose réelle dans son monde. Le cœur de Lucas se mit à battre rapidement, de manière irrégulière, trop fort à ses oreilles. Les jumeaux ne le connaissaient pas. Il n'avait pas le droit de s'approcher d'eux. Il était concierge, invisible par nature. Mais Mila n'était pas invisible. Ses petits doigts s'agrippaient à l'oiseau en bois comme s'il s'agissait d'une ancre, l'empêchant de sombrer dans un endroit sombre où aucun adulte ne pourrait la suivre. Lucas déglutit péniblement. Si c'était Noah derrière cette vitre,
Si Noah était celui qui avait peur, piégé et inaudible, qui voudrais-je voir marcher vers lui? Pas un garde criant des ordres, pas un thérapeute avec un bloc-notes, pas un étranger avec de l'autorité. Il voudrait quelqu'un qui s'agenouille, reste silencieux et écoute. Lucas expira, et la décision s'installa dans sa poitrine comme la gravité. Avant que le gardien ne puisse l'arrêter, Lucas poussa doucement son chariot vers l'avant, le gardant sur le côté comme un bouclier de fortune. Il passa devant, la paume visible, calme, lent, délibéré, comme s'il s'approchait d'un animal craintif qui pourrait s'enfuir s'il était surpris. « Monsieur, arrêtez !» siffla le gardien. Le gardien siffla, mais Lucas s'était déjà agenouillé à côté de la vitre, s'abaissant jusqu'à ce que ses yeux soient parfaitement alignés avec ceux des jumeaux. Il n'éleva pas la voix, il ne fit pas la leçon, il ne posa pas de questions auxquelles aucun enfant ne pouvait répondre dans cet état. Il ouvrit simplement sa main droite, vide, stable, et la posa sur son genou. Sa voix était basse, chaleureuse, le genre de ton qui incitait les cœurs effrayés à se pencher pour l'entendre. « Tu tiens un petit oiseau », dit-il doucement, s'adressant à Mila, comme si le monde ne tournait pas autour d'eux. Un oiseau courageux, né pour voler. Mais pour l'instant, il est coincé. Non pas parce que tu as tort, mais parce qu'il a peur. Mila retint son souffle. Le grattement de ses ongles contre le bois se propagea à travers la vitre comme de minuscules rayures de panique. Lucas continua, doucement et lentement. « Si tu veux le poser, murmura-t-il, tu peux simplement le poser là. Personne ne te le prendra. Personne ne te demandera de parler. C'est toi qui décides. » Léna cessa de frapper à la porte. Sa poitrine se soulevait. Elle regardait Lucas comme si elle ne savait pas décider s'il était une menace, un miracle ou quelque chose de dangereusement entre les deux. Le garde murmura derrière lui « Qu'est-ce qu'il fait ?» Lucas l'ignora. Il attendit. L'alarme retentit. Les lumières rouges clignotaient. Le vent à l'extérieur poussait contre la vitre en émettant un faible gémissement. Mais à l'intérieur, à cet instant, tout se réduisait à un seul son, le souffle tremblant de Mila. Lucas ne cligna pas des yeux, ne broncha pas, ne bougea pas. Sa voix sortit à peine de sa gorge. « Tout va bien, dit-il. Tu es en sécurité de ton côté. Je suis en sécurité du mien. L'oiseau peut se reposer au milieu. » Un long moment suspendu, rien ne se passa. Puis un seul craquement, un petit mouvement des doigts, le plus léger des coups de bois contre le sol en cristal. L'oiseau en bois roula d'1 centimètre hors de sa prise. Le garde inspira brusquement. Léna se figea en plein milieu d'une inspiration. Lucas ne bougea pas d'1 pouce. Le bâtiment semblait retenir son souffle avec lui. Puis la petite main pâle de Mila commença à se desserrer, bien avant que l'alarme ne retentisse, bien avant que l'oiseau en bois ne roule sur le sol en verre. Il y eut des rires joyeux et incontrôlés qui résonnèrent dans les derniers étages de Tour Morel Biotechnologies. Tout commença par le léger frottement de petits pieds sur la moquette, le bruissement du papier lorsque les crayons de couleur raclèrent le tableau en verre transparent, et une mélodie légère provenant du haut-parleur d'une tablette posée sur le bureau d'Evelyn Hart. C'était un après-midi ordinaire dans un bureau d'angle surplombant Paris, mais ces sons donnaient l'impression d'être chez soi plutôt que dans un siège social. Evelyn Hart, 41 ans, brillante, posée, le genre de femme dont la voix commandait normalement toute la salle du conseil, était à genoux, aidant sa fille à coller des étoiles scintillantes sur un projet qui, selon elle, sauverait le monde. Léna pointa une étoile vers la joue de sa mère. « Maman, il t'en faut une ici. Les directeurs sont plus beaux avec des paillettes. » Evelyne rit doucement, un rire que l'on entendait rarement en dehors de cette pièce. « Directrice, hein? C'est ce que je suis maintenant ?» Mila acquiesça timidement à l'audace de sa sœur, puis baissa les yeux et griffonna son nom à l'envers au bas du tableau en verre, parce qu'elle aimait bien le résultat. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit dans un léger sifflement, suivi des pas fluides et familiers de Daniel Hart. Daniel, à la voix chaleureuse et à l'esprit vif. Le pilier discret d'Evelyn s'appuya contre l'encadrement de la porte et balaya le bureau d'un regard amusé. « On dirait que mesdames ont de nouveau transformé la salle de crise en atelier d'art, » dit-il. Léna se précipita vers lui en gloussant tandis qu'il la soulevait d'un bras. Mila le suivit plus lentement, mais Daniel se baissa pour lui offrir son autre bras. Evelyn se leva pour observer ce moment rare où le monde semblait réorganisé, adouci. Daniel l'embrassa sur la tempe. « Tu sais que tu peux guérir des maladies, sauver des millions de vies. » Il jeta un coup d'œil au bureau recouvert de paillettes. « Mais ici, tu n'as qu'une seule tâche. » « Et quelle est-elle » demanda-t-elle, mi-amusée, mi-fatiguée. « Être maman.
la façon dont il l'avait dit. Cette simplicité avait fait fondre quelque chose dans sa poitrine. Puis la scène s'était fracturée. Un coup sec dans le son. Pas de transition, pas d'avertissement. Juste la voix froide et sèche d'un présentateur de journal télévisé résonnant dans le salon plongé dans l'obscurité. Les autorités confirment une explosion dans le laboratoire C du siège de Tourmorel Biotechnologies. Un mort a été identifié, Daniel Hart. Le volume de la télévision était trop fort, mais personne ne l'a baissé. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement monotone du journaliste et du sifflement lointain du système de chauffage. Les jouets restaient intacts. Les étoiles scintillantes qui ornaient autrefois le manteau d'Evelyn étaient désormais collées au tapis. Les filles ne coururent pas vers elle. Elles ne se blottirent pas contre elle. Elles s'assirent simplement aux deux extrémités du canapé, l'une tremblant et respirant bruyamment, l'autre fixant d'un regard vide la fenêtre sombre. Jamais rien dans la tour n'avait été aussi froid que cette pièce. Les jours se confondaient, puis les semaines. Mila avait complètement cessé de parler. Elle écoutait le monde comme si chaque son pouvait la briser. Le seul bruit qu'elle faisait était le léger grattement de son pouce sur le coin du petit objet qu'elle tenait. Un crayon, un bouton au bord de sa manche. Lena, quant à elle, se brisait comme du verre sous la pression. Elle donnait des coups de pied dans les portes, claquait les tiroirs, criait sur quiconque essayait de la toucher. Elle griffait le bras d'une nounou si fort que la femme s'enfuyait de la maison en larmes. 8 nounous en 9 semaines, 10 thérapeutes en moins de 3 mois. Chacun partait avec des excuses polies et les yeux épuisés. Un traumatisme post-traumatique grave, déclara un thérapeute. Elles ont besoin de temps, de structure et de présence. Présence, répéta Evelyn à voix basse, comme si ce mot était une sorte d'accusation. Car la présence exigeait de rester assise sans bouger. Elle exigeait de ressentir. Elle exigeait d'entrer dans la pièce où ses filles tremblaient et de souffrir avec elles ce qu'elles ne savaient plus faire. Au lieu de cela, ces journées étaient devenues un concert de sons stressants. Le ping frénétique des emails lorsque les cours de la bourse chutaient, la sonnerie aiguë des appels des membres du conseil d'administration, le silence pesant lorsqu'elle se tenait devant la chambre des jumelles, la main sur la poignée, incapable de la tourner. Le pire son était celui qui résonnait dans sa tête. Et si je ne pouvais pas les aider? Et si tout ce que je touchais se brisait? Un matin, après une réunion particulièrement brutale du conseil d'administration, elle trouva les RH qui l'attendaient devant son bureau. « Madame !» commença doucement le directeur des ressources humaines. « Votre nouvelle nounou. Elle a démissionné. » Evelyn expira, mais l'air n'atteignit pas ses poumons. Combien de temps a-t-elle tenu? 2 jours. La femme hésita. Lena s'est gravement griffé le bras. Elle s'est mis le sang. Elle s'est enfuie avant la fin de son service. Un silence pesant s'installa dans le couloir. « Madame Hart, vous avez fait de votre mieux. » Mais la voix d'Evelyn ressemblait à du verre brisé. « Alors pourquoi mes meilleurs efforts continuent-ils de fuir mes enfants ?» Elle passa devant le directeur des ressources humaines, devant son propre reflet dans la paroi de l'ascenseur, les yeux vides, les épaules raides, et se dirigea vers la salle d'observation où les chambres des jumeaux se trouvaient derrière des cloisons en verre pour des raisons de sécurité. Elle s'arrêta juste avant la porte. À l'intérieur, elle pouvait entendre Lena marmonner faiblement des mots qu'elle ne voulait pas que quiconque comprenne. Mila était assise dans un coin, serrant dans sa paume un petit objet inconnu. Mais Evelyn ne pouvait pas voir de là où elle se trouvait de quoi il s'agissait. Evelyn leva la main vers la poignée de la porte. Ses doigts effleurèrent le métal froid, mais elle ne la tourna pas. Au lieu de cela, elle appuya son front contre la vitre et murmura « Pas aux filles, pas à quiconque pourrait répondre, mais à l'espace vide et épuisé à l'intérieur d'elle-même. Je ne sais pas comment être à la hauteur pour toi. » Le moment resta suspendu, lourd, haletant. Puis son téléphone vibra, signalant un nouveau message, cette fois-ci provenant des ressources humaines. Une voix tremblante se fit entendre dans le haut-parleur lorsqu'elle répondit. « Madame Hart, nous avons une crise. » Elle ferma les yeux. « Une autre démission !» murmura le directeur des ressources humaines. Pire encore, Lena a de nouveau agressé la nounou. Et celle-ci, elle est déjà partie. La main d'Evelyn se crispa autour du téléphone jusqu'à ce que ses jointures lui fassent mal. « Si même les personnes que je paie pour rester, » murmura-t-elle, la voix à peine maîtrisée, s'enfuit dès que les choses se compliquent. Alors qui reste-t-il pour mes filles? Son souffle se fit irrégulier. Qui reste quand tout le monde part? La matinée dans le Queens ne commença pas avec les rayons du soleil. Elle commença avec le souffle sifflant et saccadé d'un garçon de 8 ans. Lucas Hale se réveilla avant son réveil, comme toujours,
car la respiration de Noah lui disait ce que l'horloge ne pouvait jamais lui dire. Il balança ses jambes hors du lit, en prenant soin de ne pas faire grincer les vieux ressorts trop forts. L'appartement était si petit que le moindre bruit résonnait. Le sifflement du radiateur, le bruit de la circulation à travers les murs fins, et même le léger râle dans la poitrine de Noah. Il se dirigea vers la chambre de son fils et s'arrêta sur le seuil. L'humidificateur ronronnait, le nébuliseur portable émettait un léger cliquetis alors qu'il terminait son cycle. Noah était allongé sur le côté, ses épaules minces se soulevant et s'abaissant de manière irrégulière. Lucas s'agenouilla à côté de lui et repoussa les cheveux du garçon. « Doucement, mon grand », murmura-t-il. « Une respiration à la fois, souviens-toi. » Noah ne se réveilla pas, mais sa respiration se détendit légèrement, passant de la panique à un effort somnolent. Lucas resta ainsi un moment, à écouter, toujours à écouter. Le bruit de la respiration de Noah était le métronome de sa vie. À 5h30, il avait préparé du café bon marché, emballé un déjeuner composé de crackers au beurre de cacahuète pour Noah et disposé 3 recharges d'inhalateurs, au cas où. Puis il a pris sa veste, vérifié 2 fois les serrures de l'appartement et s'est dirigé vers le métro pour prendre son service tôt le matin chez Tourmorel Biotechnologies. Les gens imaginaient que le travail de concierge consistait simplement à passer la serpillière et à vider les poubelles. Mais pour Lucas, c'était un travail qui lui apportait quelque chose qu'il appréciait plus que la fierté d'avoir une assurance maladie, qui ne traitait pas son fils comme un fardeau. Pourtant, chaque matin, lorsqu'il entrait dans ce gratte-ciel de verre et d'acier, il ressentait une douleur silencieuse. J'aimais mon travail. J'étais fier. Il y a quelques années, de petites mains se tendaient vers lui avec enthousiasme et l'appelaient « Monsieur Heil » au lieu de « Monsieur, vous avez oublié un endroit ». À l'époque, il était professeur d'art dans une école primaire et apprenait aux enfants à sculpter de petites figurines dans des morceaux de bois et à peindre des émotions sans les nommer. Puis vint le jour qui le hantait encore. Un petit garçon de sa classe avait été pris d'une crise d'asthme soudaine. Lucas avait suivi le protocole, maintenu le garçon en position verticale, appelé l'infirmière, essayé de stabiliser sa respiration, mais la panique avait envahi l'enfant trop rapidement. Ses parents, terrifiés et furieux, avaient cherché quelqu'un à blâmer. L'école, prise entre ses craintes juridiques et l'opinion publique, avait licencié Lucas en catimini. Il portait cet échec comme une blessure que personne d'autre ne pouvait voir. Il trouva un emploi de livreur, puis un emploi de gardien, puis un autre, n'importe quoi avec des horaires flexibles et une assurance décente pour que Noah ne se retrouve pas aux urgences, ce qu'il ne pouvait pas se permettre. Le soir, après son travail, quand Noah était endormi et que le monde lui semblait trop lourd à porter, Lucas sortait son couteau à sculpter et un petit bloc de bois. Le bruit du métal grattant le pain était apaisant, régulier, rythmé, méditatif. Il sculptait des animaux, de petits bateaux, des formes abstraites, mais les préférés de Noah étaient les oiseaux. Parce qu'ils essaient, avait dit Noah un jour, en retournant un moineau en bois dans sa main. Ils ont peur, mais ils essaient quand même de voler. Alors Lucas sculptait davantage d'oiseaux, des dizaines. Il en gardait un dans sa poche chaque jour, une sorte de talisman, quelque chose à tenir quand le monde devenait trop bruyant, trop dur, trop décevant. Celui qu'il avait emporté hier avait disparu. Il ne s'était même pas rendu compte qu'il l'avait perdu avant de rentrer chez lui ce soir-là. Et Noah demanda à son père, d'une voix endormie, « Où est le nouvel oiseau, celui avec les petites ailes ?» Lucas avait fouillé l'appartement, le camion, ses poches. « Je ne sais pas, j'ai dû le faire tomber », admit-il. Noah acquiesça avec la sérénité que seuls les enfants malades semblent posséder. Il trouvera celui qui en a besoin. Ce matin, en nettoyant le couloir du 62e étage, Lucas se surprit à repenser à cette phrase. Il trouvera celui qui en a besoin. Il ne savait pas qu'une fille silencieuse, 3 étages plus bas, l'avait déjà serré dans ses mains comme une bouée de sauvetage. Sa première semaine chez Tourmorel Biotechnologies s'était terminée par un avertissement très clair de son supérieur, un homme qui mettait trop de gel dans ses cheveux et connaissait trop de règles par cœur. « Restez à l'écart », avait dit le superviseur. « Ne parlez pas aux cadres, ne parlez pas à leur famille, ne parlez à personne à moins qu'ils ne vous parlent en temps premier. Un bon concierge est invisible, sûr, inoffensif, oubliable. » Lucas avait acquiescé. Il avait besoin de ce travail. Il avait besoin de l'assurance. Il pouvait être invisible. Mais les jumelles, elles, n'étaient pas invisibles. Pas pour lui. Il avait remarqué la façon dont les agents de sécurité se raidissaient chaque fois que leur nom était mentionné, la façon dont les employés baissaient la voix quand quelqu'un évoquait l'accident.
La façon dont les caméras restaient braquées sur le 60e étage quelques secondes de plus que nécessaire. Un après-midi, alors que Lucas essuyait les balustrades en verre du hall d'entrée, un petit mouvement attira son attention. Rapide, prudent, presque timide. Une paire de petites chaussures, des chaussettes blanches, la main d'une petite fille qui se tendait vers le sol. Mila Hart. Il l'observa de loin tandis qu'elle s'arrêtait, jetait un regard prudent autour d'elle et ramassait quelque chose sur le sol, son oiseau en bois. Elle le tenait comme s'il était fragile, précieux, comme s'il lui disait quelque chose que le monde n'avait pas su lui dire. Lucas ouvrit la bouche, mais se figea. S'il s'approchait d'elle, elle s'enfuirait. S'il l'appelait, la sécurité interviendrait, alors il baissa la tête et continua à nettoyer. Mais l'image resta gravée dans son esprit. La façon dont elle serrait l'oiseau contre sa poitrine, le tremblement de sa main, l'expression de son visage. Non pas de la curiosité, ni de la joie, mais du soulagement. Un soulagement comme si quelqu'un lui avait enfin tendu un fil pour la ramener dans le monde. Ce soir-là, Lucas était assis dans sa cuisine sombre, sculptant un autre oiseau, mais son esprit ne cessait de revenir vers elle, vers sa façon tranquille de bouger, vers son silence, vers son air de chercher quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Et pour des raisons qu'il n'osait pas explorer, Lucas murmura à personne en particulier. « J'espère que ce petit oiseau t'aidera, petite. » Plusieurs étages plus haut, une caméra de sécurité captura un petit moment, trop délicat pour que la machine corporative puisse le comprendre. Une fille qui ne parlait pas, un oiseau en bois serré contre elle, une respiration douce et instable. La caméra fit un zoom avant, se concentrant sur ses doigts qui serraient la petite sculpture. Ce moment, silencieux et inaperçu, allait devenir le pivot de tout ce qui allait suivre, car l'oiseau qu'elle avait trouvé n'était pas seulement un objet, c'était un lien, un pont, un morceau du monde brisé de quelqu'un d'autre qui, d'une manière ou d'une autre, s'intégrait dans le sien. Et ni elle, ni le concierge qui l'avait fabriqué n'avaient de la moindre idée que leur vie venait de commencer à changer. Le calme de la fin d'après-midi dans le salon exécutif fut brisé par le bruit d'une chaise qui heurtait le mur. Le cri de Lena déchira l'espace, brut, furieux, désespéré. « Arrêtez de me regarder, arrêtez !» Elle lança un jouet en plastique à travers la pièce. Il heurta le sol en marbre avec un bruit sourd et tourna sur lui-même avant de s'arrêter près de la porte. Dans un coin, Mila était recroquevillée, les bras autour des genoux, l'oiseau en bois blotti sous son menton. Elle respirait par petits coups saccadés. Elle ne levait pas les yeux. Elle ne le faisait jamais quand sa sœur s'effondrait ainsi. Une nounou, jeune et nerveuse, visiblement dépassée par les événements, se tenait figée près du canapé, les mains tremblantes. « Lena, ma chérie, respirons tous profondément. Allez, respire comme une grande fille. » La phrase s'interrompit lorsque Lena se précipita vers le panier à jouets et le renversa. Les jouets se dispersèrent, quelque chose se brisa. La nounou tressaillit, les larmes aux yeux. Dans le couloir, Lucas Hale entendit chaque bruit. Il était en train de polir les baies vitrées juste à côté du salon. Ses mouvements lents et rythmés, le frottement doux du chiffon, étaient les seuls bruits dans le couloir. Au moment où le jouet heurta le sol, il recula instinctivement, laissant de l'espace. La règle de son supérieur lui revint à l'esprit. « Ne t'implique pas, reste invisible. » Il se retourna pour partir, mais la poupée en plastique que Lena avait jetée roula vers lui, tapotant doucement contre sa botte. Il se figea. La nounou était au bord des larmes. Mila tremblait. La voix de Lena se brisait à chaque cri, et la poupée, aux cheveux brillants, un bras plié parce qu'on avait marché dessus, était assise à ses pieds comme une supplication sans réponse. Lucas expira lentement. Puis il ramassa la poupée. Il n'entra pas dans la pièce. Il ne dit rien. Il posa simplement la poupée sur le seuil, juste à la limite entre la moquette et le carrelage poli du couloir, et frappa légèrement sur le cadre de la porte. 3 coups légers, délibérés, rythmés. Puis il recula et reprit son nettoyage de la vitre comme si de rien n'était. À l'intérieur, la rage de Lena faiblit pendant une demi-seconde. Elle tourna brusquement la tête vers la porte, vers la poupée, placée soigneusement là où quelqu'un avait pris la peine de la rendre, mais avec discrétion, sans pitié, sans rien demander en retour. Elle lança un regard noir au dos de Lucas, s'attendant à le surprendre en train de la regarder, mais ce n'était pas le cas. Il continuait simplement à essuyer la même vitre en décrivant de lents cercles, comme s'il n'avait rien fait. Pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, la respiration de Lena s'apaisa, légèrement, juste un instant, mais elle s'apaisa. Cette nuit-là, Evelyn était assise dans son bureau sombre, épuisée, passant en revue les images de vidéosurveillance. Non pas parce qu'elle le voulait,
mais parce qu'elle avait besoin de comprendre pourquoi les crises émotionnelles des jumelles ne cessaient de s'intensifier. Elle fit défiler rapidement les heures de la journée jusqu'à ce qu'un petit mouvement attire son attention. La poupée roulant sur le sol, les petites chaussures de Léna piétinant, Lucas se baissant. Son doigt s'arrêta sur le clavier. Elle rembobina, rejoua, cette fois plus lentement. Il posa doucement la poupée, frappa légèrement, s'éloigna. Pas de dramatisme, pas d'interférence, pas de tentative pour apaiser les filles, juste une présence, une distance respectueuse, une étrange intuition. Evelyne se pencha en arrière, stupéfaite de voir à quel point un geste aussi insignifiant avait changé l'énergie de la pièce. Elle zooma sur le visage de Lucas, détendu, calme, empreint d'une humanité tranquille qu'elle n'avait vue chez aucun de ses employés depuis des mois. Elle murmura dans le bureau vide « Qui êtes-vous » Lucas Hale. Evelyne n'était pas du genre à laisser les choses en suspens. Le lendemain matin, elle appela les ressources humaines. Nom du concierge présent hier au niveau du salon. Lucas Hale. Madame, nouvel employé, père célibataire. Les dossiers sont en parfait état, dit-il lors d'une réunion cet après-midi. Lucas ne comprenait pas pourquoi il avait été convoqué dans la salle de conférence vitrée du 50e étage, le genre de pièce où se prenaient des décisions valant des millions, le genre de pièce où quelqu'un comme lui n'avait pas sa place. Il se tenait près de la porte, serrant sa casquette dans une main. La porte s'ouvrit. Evelyne est entrée. Elle ne s'est pas assise. Sa voix était froide, sèche, maîtrisée. « Qu'avez-vous fait à mes filles hier ?» Lucas a cligné des yeux. « Madame, je n'ai rien fait. Vous avez frappé à la porte. Vous avez déposé un jouet sur le seuil. » Il a dégluti. « Oui, madame. J'ai pensé que la petite voudrait peut-être le récupérer. C'est tout. » Vous l'avez calmée. « Ce n'était pas moi, » dit-il en secouant la tête. « Elle s'est calmée parce qu'elle le voulait. Je n'ai simplement pas fui. » Evelyne le fixa du regard, l'évaluant, cherchant quelque chose qu'il ne savait pas qu'il avait. « Pourquoi n'avez-vous pas fui ?» demanda-t-elle doucement. « À la place de Lucas, vous auriez fui. Ou vous seriez resté. Écrivez-le en commentaire. » Un long silence s'installa entre eux. La gorge de Lucas se serra car il se souvint d'une salle de classe, d'un garçon terrifié, d'une erreur qu'il aurait voulu pouvoir effacer. « J'ai déjà fui, dit-il, et je me suis détesté pour cela. » Quelque chose passa sur le visage d'Evelyne, une reconnaissance, un chagrin, mais elle n'en parla pas. Au lieu de cela, elle dit « Si je te demandais d'être présent, non pas en tant que nounou, ni en tant que thérapeute, mais simplement à proximité lorsque les filles sont dans le salon, accepterais-tu » Lucas recula. « Je ne suis pas qualifié. J'ai travaillé avec des enfants, mais je n'étais pas assez bon. Je suis parti. Je ne veux plus jamais décevoir les enfants de qui que ce soit. » Evelyne pencha légèrement la tête, étudiant la douleur derrière ses mots. Elle ne le pressa pas davantage. Elle se contenta d'acquiescer. « Merci pour votre honnêteté. » Il commença à partir. Puis, au bout du couloir, l'alarme du bâtiment retentit. Les lumières de sécurité clignotèrent. Une voix mécanique retentit. Code Amber. Les jumelles Hart ont disparu de leur chambre. Evelyne pâlit. Et en un instant, la chronologie fit un bond en avant, directement dans la nuit du pont aérien, au moment où Mila relâcha ses doigts tremblants. Pendant un instant, le monde s'arrêta de bouger. Le pont aérien, à 60 étages au-dessus de Paris, semblait figé dans un long souffle suspendu. Les alarmes retentissaient toujours, mais elles semblaient désormais lointaines, étouffées par le poids du silence qui enveloppait les trois personnes à l'intérieur du couloir vitré. Les doigts de Mila Hart venaient de lâcher l'oiseau en bois. Il gisait sur le sol transparent entre elle et Lucas, une petite forme tremblant sous les vibrations du vent extérieur. Le léger tapotement qu'il produisait contre la vitre résonnait étrangement, comme un caillou tombé dans un vaste canyon. Lucas ne tendit pas la main pour l'attraper. Il ne se pencha pas. Il resta parfaitement immobile, les genoux pressés contre le carrelage froid, les paumes ouvertes sur les côtés, le souffle contrôlé et régulier. Derrière lui, le garde de sécurité murmura « Bon sang !» Mais Lucas ne l'entendit pas. Mais Lucas n'entendit pas le garde. Toute son attention était concentrée sur les deux petites filles de l'autre côté de la barrière. Il parla d'une voix basse, lente, chaleureuse, comme une main tendue dans l'obscurité. « Tu as fait quelque chose de très courageux », murmura-t-il à Mila. « Maintenant, si tu veux aider ta sœur à se calmer, tu peux poser ta main ici, sur la vitre, près d'elle, pas trop loin, juste un petit pont entre vous deux. » La poitrine de Mila se soulevait au rythme de sa respiration haletante. Son regard se posa sur l'oiseau en bois, puis sur sa sœur, qui se tenait tremblante à côté d'elle. Le visage de Léna était strié de larmes et de colère.
Elle secoua la tête en direction de Mila, comme pour lui dire de ne pas bouger, de ne faire confiance à personne. Mais l'une des jumelles, silencieuse depuis 3 longs mois, leva la main de quelques centimètres, juste assez pour que Lucas puisse voir le tremblement de ses petits doigts. « Juste là, » murmura Lucas, « c'est parfait. Prends ton temps. » Les doigts de Mila touchèrent le verre froid. Un soupir doux, presque inaudible, s'échappa de ses lèvres. Pas un cri, pas un mot, juste un souffle qui n'était pas de la peur, un souffle qui était un effort. Léna se figea, le souffle court et sur la défensive. « Mila, non !» murmura-t-elle. Mais alors, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis le jour où leur père était mort. Sa sœur qui tendait la main vers elle. Pas avec des mots, mais avec un geste. La gorge de Léna se serra. Ses petits poings se crispèrent. Les larmes montèrent à nouveau, plus chaudes, plus furieuses, mais mêlées à autre chose cette fois. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui se brisait. Sa voix se brisa. « Pourquoi fais-tu cela ?» Mila ne répondit pas. Elle tint simplement sa main aussi fermement que possible, attendant que sa sœur vienne à sa rencontre. Lucas resta silencieux. Il savait qu'il valait mieux ne pas remplir l'espace de conversations entre adultes. Le moment s'éternisa jusqu'à ce que Léna s'effondre en sanglots et presse sa paume contre la vitre, juste au-dessus de celle de Mila. De part et d'autre de la barrière, leurs mains alignèrent leurs petites paumes. Même forme, même bord tremblant. Les alarmes continuaient de retentir, mais à l'intérieur de la passerelle, le seul son qui comptait était le souffle doux et étouffé de 2 filles qui se retrouvaient enfin. Derrière Lucas, des pas résonnaient dans le couloir. Il reconnut le rythme de ses talons avant de la voir. Evelyn Hart. Elle était déjà à bout de souffle lorsqu'elle l'atteignit. Elle s'agrippa à la rampe en verre pour se stabiliser, les yeux écarquillés de terreur en découvrant la scène. Ses filles, ses bébés, pressèrent leurs mains l'une contre l'autre à travers une paroi de verre, comme si c'était la seule chose qui les maintenait debout. Pour la première fois depuis des semaines, le masque de PDG se fissura. Un son doux et brisé s'échappa d'elle, mi-sanglot, mi-incrédulité. « Oh mon Dieu !» Lucas ne se retourna pas. Il resta concentré sur les jumelles. « Elles vont bien, » dit-il doucement. Elles avaient juste besoin d'un endroit calme pour se retrouver. Les agents de sécurité finirent par forcer la serrure. La porte s'ouvrit dans un long grincement métallique. À cet instant, les jumelles se précipitèrent d'abord l'une vers l'autre, puis vers l'adulte le plus proche, en quête de réconfort. Ils se heurtèrent à Evelyn, leur petit corps tremblant. Elle les enlaça, enfouissant son visage dans leurs cheveux, respirant leur odeur comme si elle l'avait oublié. Léna sanglotait contre son épaule. Mila blottit son visage contre le cou d'Evelyn, ses petites mains agrippées au tissu du chemisier de sa mère. Evelyn les serra fort contre elle, se balançant, murmurant des excuses qui se dissolvaient en larmes. « Je suis là, je suis là, je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur. Je suis là maintenant. » Lucas recula, le cœur battant à tout rompre d'une manière qu'il ne voulait pas examiner. Il se sentait comme un intrus dans ce moment intime. Il s'essuya les mains sur sa combinaison, essayant de se calmer. Il n'était pas censé faire partie de cette scène. Il n'était pas de la famille. Il n'était même pas baby-sitter. Il était concierge. Et pourtant, les filles s'étaient tournées vers lui sans connaître son nom. Cette nuit-là, longtemps après que la passerelle ait été dégagée et les protocoles d'urgence levés, Evelyn était assise seule dans son bureau. Elle repassait les images de vidéosurveillance en boucle. Lucas à genoux, Mila laissant tomber l'oiseau, les paumes sur la vitre, le moment où les jumelles se sont jetées dans ses bras. Elle se couvrit la bouche, essayant de contenir les sanglots qui ne cessaient de s'échapper. Pour la première fois depuis l'explosion, elle ne pleurait pas des larmes discrètes et contrôlées, mais des larmes qui lui déchiraient les poumons. Les yeux embués, elle fixait l'image figée de Lucas sur l'écran en pause. Sa posture, sa douceur, l'absence de peur en lui, ni des enfants, ni du chaos, ni d'elle. « Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire », murmura-t-elle. « Tu es resté sur une impulsion qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. » Elle ouvrit son ordinateur portable et rédigea un email à l'attention des ressources humaines. À partir de demain, affectez Lucas Hale au 60e étage. Présence à temps plein. Son doigt planait au-dessus du bouton « Envoyer ». Son souffle tremblait, car quelque chose en elle lui murmurait qu'elle ne faisait pas que modifier un emploi du temps. Elle ouvrait la porte à un espoir fragile et dangereux. Un espoir qui pourrait lui coûter plus cher qu'elle ne pouvait se permettre de perdre. Sa poitrine se serra d'une peur qu'elle n'avait pas ressentie depuis le jour où Daniel était mort. « Est-ce que je les sauve ?» murmura-t-elle en fixant le curseur clignotant. « Ou est-ce que je mise tout ce qui nous reste ?» Le 60e étage semblait différent après l'incident du pont aérien. Pas plus calme, car les jumeaux avaient toujours des tempêtes cachées sous leurs côtes,
mais différent, comme une contusion profonde qui s'adoucit quand quelqu'un appuie enfin une main chaude dessus. Quelque chose dans l'air avait changé, subtilement, mais indéniablement. Lucas Hale le sentit avant même de sortir de l'ascenseur de service. C'était dans le faible écho de la voix de Lena, plus aiguë que celle de la plupart des enfants, mais moins frénétique à présent. C'était dans le doux frottement des chaussettes de Mila sur la moquette, toujours prudent, mais plus creux. C'était dans la façon dont les agents de sécurité lui faisaient un signe de tête en guise de reconnaissance, ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Mais c'était surtout dans le simple fait que lorsqu'il passait devant le salon avec son seau et sa serpillière, aucun des jumeaux ne s'enfuyait. Ils ne couraient pas, ils ne criaient pas, ils ne se cachaient pas derrière les meubles. Ils l'observaient attentivement, avec curiosité, presque dans l'expectative. Cela a commencé par de petits moments fortuits. Lucas essuyait un comptoir en fredonnant, non pas une chanson, mais le murmure grave et régulier qu'il utilisait toujours pour aider Noah à s'endormir. Lena s'asseyait de l'autre côté de la pièce en faisant semblant de ne pas écouter, mais sa respiration ralentissait. Mila traçait des lignes sur la moquette avec son doigt, les yeux tournés vers lui. Lucas ne parlait pas, sauf s'il lui adressait de la parole. Il ne faisait pas de suggestions. Il ne leur demandait pas comment elles se sentaient. Les enfants traumatisés par une perte pouvaient sentir la pression à des kilomètres. Alors, à la place, il racontait des histoires, mais pas à elle, pas directement. Il les racontait à son seau à serpillière. Un après-midi, alors qu'il essorait la serpillière, il soupira de manière théâtrale et dit « Tu sais, seau, il était une fois un petit bouchon de bouteille qui pensait qu'il n'avait aucune importance parce que tout le monde le jetait sans cesse. » Lena leva brusquement les yeux. « Tu parles à un seau ?» Lucas lui jeta un regard feignant l'offense. Un seau très distingué. Il a parcouru plus d'étages que la plupart des gens. Les épaules de Mila se détendirent, laissant transparaître un léger amusement. Lucas poursuivit. Ce bouchon de bouteille rêvait d'être quelque chose d'important. Une roue peut-être, mais personne ne lui prêtait attention jusqu'au jour où une petite fille le ramassa et lui dit « Tu n'es pas un déchet, tu es une roue si tu veux l'être. » Lena ricana. Ce n'est qu'un déchet. Lucas haussa les épaules. Bien sûr, jusqu'à ce que quelqu'un décide que ce n'est pas le cas. Lena roula des yeux, mais sa voix n'avait pas de mordant. Mila serra son oiseau en bois contre sa poitrine, écoutant, même si elle faisait semblant de ne pas le faire. Toutes les histoires racontées par Lucas suivaient le même schéma. Des objets ordinaires avec un cœur extraordinaire. Un balai qui nettoyait les dégâts de tout le monde, mais qui n'avait jamais appris à se reposer. Un crayon qui s'était cassé en deux, mais qui colorait plus intensément à cause de la pression. Un oiseau en bois trop petit pour voler, mais assez courageux pour sauter quand même. Il ne leur enseignait rien. Il était assis près d'elles, en leur compagnie, les laissant respirer à côté de quelqu'un qui n'avait pas peur de leur douleur. Et les filles, lentement, très lentement, commencèrent à ouvrir de minuscules fenêtres de connexion. Un après-midi, tout changea à nouveau. Une agitation s'est élevée à la réception. Des chuchotements, le bruit de pas précipités. Quelqu'un disant « Il n'est pas censé être ici ». Lucas a posé son balai juste au moment où un petit garçon est apparu en trébuchant. « Noah !» Ses cheveux collaient à son front. Il respirait bruyamment, mais il avait le sourire aux lèvres. Un sourire lumineux, plein d'espoir, trop grand pour son corps fatigué. Un voisin a dû le déposer ici après un malentendu sur l'heure de ramassage. Noah repéra Lucas instantanément. « Papa !» appela-t-il d'une voix faible, mais enthousiaste. Lucas se précipita vers lui et s'agenouilla. « Salut mon grand, qu'est-ce que tu fais ici? Tu respires bien ?» Noah acquiesça. Un peu difficilement, mais ça va. J'ai apporté quelque chose à te montrer. Il sortit un petit bateau en bois de sa poche. De l'autre côté du salon, Lena fronça les sourcils et murmura « Qui est-ce » Mila écarquilla les yeux, observant Noah avec la même attention qu'elle portait aux objets fragiles. Noah se retourna et remarqua les jumelles. Son sourire ne faiblit pas. Il s'approcha simplement, tendant son bateau en bois avec la douce fierté que seuls les enfants résilients possèdent. « C'est mon papa qui l'a fait », dit-il doucement. « Vous voulez voir » Lena fronça les sourcils. « Pourquoi je m'intéresserais à un stupide bateau ?» Noah acquiesça, comme s'il comprenait un secret que seuls les enfants malades connaissent. Parfois, les petites choses aident quand les grandes choses sont trop bruyantes. Mila se leva et fit un demi-pas hésitant vers lui. Elle ne toucha pas le bateau, mais se pencha suffisamment pour voir les minuscules fenêtres sculptées sur le côté. Lucas observait attentivement. Ses mains flottaient près de Noah, au cas où la poitrine du garçon se serrerait à nouveau. Son regard se porta sur les jumelles, prêt à intervenir, mais sans prendre les devants. Et de l'autre côté de la pièce,
Invisible au premier abord, Evelyne apparut. Elle resta immobile, observant une scène qui semblait plus apaisante que tout ce que les médicaments du thérapeute ou les spécialistes de l'enfance avaient jamais réussi à faire. Ses filles, brisées par un traumatisme, se penchaient vers un garçon qui portait sa propre fragilité avec un courage tranquille. Et Lucas. Lucas resta en retrait, laissant les enfants dicter le moment, sans forcer, sans guider, sans revendiquer le mérite, juste en étant présent. Quelque chose dans la poitrine d'Evelyne s'adoucit, quelque chose d'autre se resserra. Cet homme, ce concierge, touchait ses filles d'une manière que le monde entier considérait comme réservée aux experts. Mais tout le monde n'appréciait pas cette idée. Ce soir-là, une réunion à huis clos eut lieu dans une salle de conférence raffinée à l'étage de la direction. Le docteur Adrian Rhodes, psychologue pour enfants nommé par le conseil d'administration, fit défiler les images de vidéosurveillance avec un sourire en coin. Un lien traumatique classique, dit-il. Les enfants s'attachent à la présence la plus stable qui soit, quelles que soient les qualifications. Victoria Lang, la directrice financière, croisa les bras. C'est un concierge. Si quelque chose tourne mal, nous aurons des procès à gogo. Rhodes acquiesça. Exactement, ce lien doit être géré. Il prononça les mots suivants avec un calme glacial qui fit se nouer l'estomac d'Evelyne. Je recommande de le retirer immédiatement de leur environnement. Mais Evelyne, assise à l'autre bout de la table, répondit d'une voix ferme. La seule chose qui ait aidé mes filles en 3 mois, dit-elle, c'est la présence d'un homme dont aucun d'entre vous n'a pris la peine d'apprendre le nom. Un silence tendu s'ensuivit. Victoria le rompit. L'opinion publique est si fragile en ce moment. Si la presse découvre qu'un concierge agit comme un aidant, Evelyne serra les mâchoires. Ce n'est pas un aidant, c'est quelqu'un qui n'a pas fui. Mais les lignes de bataille avaient été tracées. Et loin de la salle de conférence, à un autre étage, une employée trop curieuse et trop peu discrète a pris son téléphone et a enregistré une vidéo de 15 secondes montrant Lucas assis en tailleur sur le sol du salon, racontant une histoire douce pendant que les jumelles le regardaient. Elle l'a mise en ligne avec une légende imprudente. Vous ne croirez jamais qui aide réellement les jumelles cardiaques. Elle a été vue 5 fois, puis 10, puis 100. Si cette histoire vous accroche déjà, mettez un like maintenant. Ça aide vraiment la chaîne à faire vivre ce genre de récit. La plupart des vidéos disparaissent sans faire de bruit, mais il suffit d'un algorithme et d'une nuit d'intérêt pour que le monde entier se mette à les regarder. La salle de réunion de Tourmorel Biotechnologies était conçue pour intimider. C'était un long espace réverbérant avec des murs en verre qui reflétaient chaque respiration anxieuse, chaque froissement de papier, chaque mouvement inconfortable dans les fauteuils en cuir. C'était une pièce conçue pour que les gens se sentent petits, à l'exception de la poignée d'individus habitués à s'asseoir au centre de la table polie. Ce matin-là, cette table semblait plus froide que d'habitude. Les écrans le long du mur affichaient les gros titres, d'abord ceux de petits blogs locaux, puis ceux de médias de taille moyenne, puis ceux de sites d'information qui prospéraient grâce au sensationnalisme. Le PDG de Tourmorel Biotechnologies perdit-il le contrôle? Des jumeaux traumatisés vus avec un concierge. Violation de la sécurité ou négligence au sein du chaos chez Tourmorel Biotechnologies. Les membres du conseil d'administration murmuraient entre eux. Même leur chuchotement avait du poids. Evelyne Hart entra sans cérémonie, ses talons claquant bruyamment, le visage masqué par une détermination inébranlable. Mais sous son apparence calme, son pouls battait rapidement et de manière irrégulière, comme un métronome légèrement désaccordé. Elle prit place en bout de table. Commençons. Le docteur Adrien Rhodes s'éclaircit la gorge. Sa voix avait toujours eu ce ton académique raffiné, suave, stérile, un peu trop satisfait de lui-même. Notre principal problème, dit-il en tapotant l'écran avec son stylo, est que vos filles semblent développer une dépendance envers un membre du personnel non formé et non diplômé, un concierge. Cela représente un risque important. Evelyne serra les mâchoires. Il n'est pas inexpérimenté en matière d'humanité. Rhodes esquissa un sourire condescendant. Je respecte votre instinct maternel. Mais la psychologie n'est pas une science approximative, Madame Hart. La guérison d'un traumatisme nécessite une expertise structurelle et des environnements contrôlés. La directrice financière Victoria Lang croisa les jambes et se pencha en avant, la voix claire. Nous sommes déjà confrontés à la volatilité des marchés. Les investisseurs sont nerveux. La confiance du public est importante. Des titres comme ceux-ci, dit-elle en montrant les écrans, sont dangereux. Dangereux, répéta Evelyne d'un ton glacial. Ce qui est dangereux, c'est d'ignorer ce qui fonctionne réellement. Un membre du conseil murmura. Nous n'ignorons rien, nous gérons les risques, dit Evelyne calmement. Vous gérez les apparences. Il y a une différence. La pièce devint très silencieuse.
Rhodes entrelaça ses doigts et se pencha en arrière. Je vais être clair. Un homme sans formation en psychologie ne devrait pas apporter un soutien émotionnel à des enfants traumatisés. Si quelque chose arrive, quoi que ce soit, il devient un handicap. Evelyne inspira lentement, s'ancrant dans le son de sa propre respiration, comme Lucas l'avait enseigné aux jumeaux sans jamais leur donner d'instructions. Il n'apportait pas de soutien, dit-elle. Il restait simplement là où tout le monde partait. Victoria fronça les sourcils. Vous avez engagé des thérapeutes pour cette raison précise. Mais les thérapeutes ne s'agenouillent pas sur un sol froid et n'attendent pas en silence quand un enfant crie. Evelyne répondit. Les thérapeutes ne restent pas assis à côté pendant 1 heure, sans forcer la conversation. Ils ne savent pas comment disparaître au bon moment. Savez-vous qui le sait? Ni Rhodes ni Victoria ne répondirent. Evelyne insista. Quelqu'un qui a vécu une véritable souffrance, qui comprend le silence, qui comprend la peur, qui sait que la seule chose plus terrifiante que de perdre quelqu'un est de perdre la chance d'être vu. Un murmure de malaise parcourut la pièce. Rhodes tapota la table. Même ainsi, s'appuyer émotionnellement sur un concierge n'est pas viable. Ses yeux lancèrent des éclairs. Mes filles ne s'appuient pas sur lui. Elles ne le fuient tout simplement pas. Victoria se pencha en avant. Et pouvez-vous garantir que cela continuera, qu'il ne se passera rien d'inapproprié, qu'il ne commettra jamais d'erreur? Evelyne serra les poings sous la table. Tout le monde peut commettre une erreur. Les qualifications n'empêchent pas l'humanité, mais elles protègent l'entreprise. Victoria rétorqua sèchement. Evelyne la fixa du regard. Elle la fixa vraiment jusqu'à ce que la directrice financière détourne les yeux. C'était un argument qu'Evelyne avait défendu 100 fois dans son esprit. Elle comprenait la politique, elle comprenait les risques financiers, mais elle comprenait aussi quelque chose que tous les autres dans la pièce avaient oublié. Tout ce qui a de la valeur ne tient pas dans un CV. Loin de la tension qui régnait dans la salle de réunion, Lucas était assis par terre dans le salon avec les jumelles. Il ne parla pas tout de suite. Il attendit qu'elles s'installent dans leurs coins respectifs, leur rituel officieux. Léna s'allongea sur le ventre, l'humeur bouillonnante, entre l'ennui et l'irritation. Mila s'agenouilla tranquillement, tournant l'oiseau en bois entre ses mains, respirant doucement mais régulièrement. Lucas prit un modèle réduit de bateau en bois, légèrement cabossé à force d'avoir été utilisé, et commença son histoire d'une voix grave et rythmée que les jumelles avaient appris à reconnaître. « Il était une fois un petit bateau », dit-il en laissant la coque en plastique taper légèrement contre le sol. Il n'était pas très sophistiqué, pas de peinture brillante, pas de dorure, juste un petit objet bon marché que quelqu'un avait fabriqué avec soin. Léna marmonna. Ça a l'air nul. Oui, Lucas était d'accord. Lui aussi trouvait ça nul. Chaque fois qu'il voyait les grands bateaux sophistiqués, il se disait « Je n'ai pas ma place ici ». Les yeux de maman passèrent de l'oiseau au bateau. Lucas soupira doucement. Alors, le petit bateau décida de partir. Il pensait que personne ne le regretterait. Il fit une pause. Léna finit par demander « Quelqu'un l'a regretté ?» Lucas haussa les épaules. La plupart des gens n'avaient même pas remarqué son absence, mais un enfant l'avait remarqué. Le seul enfant qui n'aimait pas les grands bateaux luxueux. Léna pencha la tête. Pourquoi? Parce que ces grands bateaux, dit Lucas, ne jouaient jamais avec elle. La pièce se tut. Sa voix s'approfondit. Parfois, les petites choses sont les seules qui acceptent de nous tenir compagnie lorsque nous souffrons. Mila cligna lentement des yeux, pensive. Léna détourna le regard, déglutissant péniblement. Lucas n'insista pas. Il n'avait jamais besoin de le faire, car les enfants comprenaient les métaphores mieux que les adultes ne le pensaient. Ce soir-là, alors que Lucas rangeait le couloir du personnel, les RH l'appelèrent dans un petit bureau. Des conseillers juridiques l'attendaient à l'intérieur. Un homme à l'air sérieux lui tendit des papiers. « Nous vous conseillons de garder vos distances avec les enfants Hart », il dit. « C'est pour la protection de tous. Veuillez comprendre que cette demande vient du service juridique, et non de Madame Hart. » Lucas acquiesça lentement, sentant quelque chose de froid s'installer dans son estomac. « Ai-je des ennuis ?» demanda-t-il doucement. « Non », répondit l'avocat, « mais votre implication a attiré l'attention. Il est plus prudent que vous preniez vos distances. » Lucas quitta la pièce avec un poids qu'il ne pouvait pas secouer. Quand il rentra chez lui, Noah lui demanda « Papa, est-ce que je te complique la vie au travail? La vidéo dont ils ont parlé à l'école ?» Lucas esquissa un sourire forcé. « Non, mon grand, tu n'es pas le problème. Les adultes ont juste peur parfois. »« De quoi ?» Lucas hésita. « De la gentillesse, dit-il doucement. De ce qu'on ne peut pas mettre sur papier. » Plus tard dans la soirée, Evelyne trouva Lucas qui l'attendait dans son bureau, anxieux, abattu. « Si ma présence aggrave les choses pour toi, dit-il, ou pour tes filles, je démissionnerai. »
Evelyne s'approcha. Sa voix était calme, mais ses yeux reflétaient des semaines d'épuisement et de gratitude. « Ce n'est pas toi le problème, Lucas. » Il ouvrit la bouche pour protester. Elle secoua la tête. « Dans tout ce désordre, murmura-t-elle, tu es la seule chose qui ne soit pas brisée. » Avant qu'aucun d'eux n'ait pu ajouter un mot, un flash crépita à l'extérieur de la porte. Quelqu'un avait pris une photo d'eux, debout, beaucoup trop près l'un de l'autre. Et demain, les gros titres seraient encore pires. La pluie tambourinait contre les hautes fenêtres de l'aire de jeu des enfants, un rythme lent et sourd, comme si la ville retenait son souffle. Les jumelles empilaient des blocs, toutes les deux inhabituellement calmes dans la lumière dorée de l'après-midi. Assez calme pour que même l'équipe de sécurité se détende. Le calme ne durait jamais longtemps. Juste derrière la cloison vitrée, le docteur Adrien Rodès se tenait avec la directrice financière Victoria Lang, parlant à voix basse. Il pensait que les enfants n'écoutaient pas. Ils se trompaient. La voix de Rodès portait juste assez pour atteindre les petites oreilles. « Nous devons nous débarrasser du concierge immédiatement, d'un seul coup. » Victoria n'hésita pas. « D'accord. S'il continue à s'attacher à lui, nous perdons le contrôle du récit. Éliminez-le définitivement. » Léna redressa brusquement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent de panique. Une panique qu'elle n'avait pas montrée depuis la nuit sur la passerelle. Elle agrippa le poignet de Mila si fort qu'elle lui laissa une marque. « Ils l'emmènent !» murmura Léna en tremblant. « Tout comme ils ont emmené papa. » Mila retint son souffle. Son oiseau en bois glissa de ses doigts et tomba bruyamment sur le sol. Un bruit inhabituellement fort dans cet espace autrement silencieux. Aucun des deux adultes ne le remarqua, mais les jumelles, oui. Et pour elles, le monde bascula. Quelques heures plus tard, le crépuscule assombrissait le ciel devant Tour Morel Biotechnology. Lucas terminait son service et rangeait son seau à balai dans le placard du concierge lorsque son téléphone vibra. Un appel de l'école. Il répondit, la poitrine serrée. « Je suis le père de Noah. Que s'est-il passé ?» La voix tendue d'un enseignant lui répondit. « C'est encore sa respiration. Nous avons déjà mis en marche le nébuliseur, mais il faut l'emmener aux urgences immédiatement. » Lucas eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « J'arrive, » dit-il déjà, en courant dans le couloir. Mais avant qu'il n'atteigne l'ascenseur, un autre appel s'afficha sur son écran. La sécurité de Tour Morel Biotechnologies. « Monsieur Haïl, les jumelles Hart ont disparu. Le protocole d'urgence a été déclenché. Evelyne est sur place. Nous avons besoin de vous. » Lucas se figea entre deux mondes. Abonnez-vous maintenant, parce que le choix de Lucas dans les prochaines minutes va tout changer. Noah, respirant à peine, seul, l'attendait. Les jumelles, traumatisées, avaient disparu dans un bâtiment plein de dangers et de souvenirs. Son pouls battait douloureusement dans ses oreilles. Mon Dieu, que faire? Il appela sa voisine, Madame Donnelly, qui habitait de l'autre côté du couloir, la seule personne qui savait comment gérer les crises de Noah. Elle répondit immédiatement. « Lucas, Noah fait une crise. Il l'envoie aux urgences. Pourriez-vous aller le rejoindre? Je paierai le taxi, tout ce qu'il vous faudra. » « Bien sûr, » répondit-elle sans hésiter. « Envoyez-moi le nom de l'hôpital par SMS. Je resterai avec lui. » Lucas respirait difficilement. « Merci. Dites-lui que j'arrive. » Il raccrocha, les mains tremblantes. Il envoya les informations d'assurance, appela les urgences à l'avance, organisa tout en moins de 60 secondes, mais rien de tout cela ne rendit sa décision plus facile. Il appuya son front contre la porte froide de l'ascenseur et murmura « Mon pote, n'aie pas peur. Je vais venir te chercher. » Son téléphone vibra à nouveau. Un SMS de sa voisine. Il a peur, mais il respire. Il n'arrête pas de demander si tu viens. Une nouvelle douleur déchira la poitrine de Lucas. Il fixa le couloir silencieux menant à la sortie de secours. Un chemin vers son fils. Un chemin vers deux filles qui le considéraient comme le dernier refuge qui leur restait. Puis un souvenir. Noah, la semaine dernière, tenant un bateau en bois et murmurant « Papa, tu reviens toujours. » Lucas ferma les yeux. « Je reviens, Noah, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je te le promets. » Puis il se tourna vers les jumelles. Le vieux toit de Tour Morel Biotechnologies était presque oublié, un point d'accès à l'entretien inutilisé datant d'avant la reconstruction. Lucas le connaissait uniquement parce qu'il l'avait nettoyé 2 fois. La poussière était suffisamment épaisse pour étouffer les sons. Quand il poussa la porte de la cage d'escalier, l'air froid de la nuit s'engouffra comme un avertissement. Le vent rugissait, claquant contre la rampe à moitié rouillée. La ville, loin en contrebas, scintillait comme une constellation brisée, le cœur agité de Paris. Il monta sur le toit. 2 petites silhouettes se tenaient près du rebord, tremblant contre la ligne d'horizon.
Léna tenait la main de Mila avec une force née de la peur et non de la puissance. Il ne se précipita pas vers elle, ne cria pas, ne courut pas comme un héros dans un mauvais film. Il resta exactement où il était, assez loin pour ne pas les effrayer, mais assez près pour que sa voix les atteigne malgré le vent. « Les filles, dit-il doucement, je suis là. » Léna se retourna brusquement, ses cheveux fouettés par le vent. « Ne t'approche pas, je ne m'approcherai pas, promit Lucas. Lucas promit. Je reste ici. » La respiration de Mila était superficielle, fragile. Chaque inspiration ressemblait au gazouillis d'un oiseau pris au piège dans une cage. Elle serrait sa poitrine à l'endroit où aurait dû se trouver son oiseau en bois. Lucas s'assit en tailleur sur le béton. Ses paumes reposaient ouvertes sur ses genoux, une posture désormais familière. Il parla par-dessus le vent, mais doucement. « Vous savez, il fut un temps où moi aussi, je voulais tout quitter. » Les jumelles se tournèrent lentement vers lui. Lucas continua, d'une voix rauque, mais ferme. « Ce n'était pas un bâtiment comme celui-ci, c'était un pont. Le genre de pont qui existe dans votre esprit, fait de culpabilité et de regret. Et je pensais que si je disparaissais, peut-être que j'arrêterais de faire du mal à tous ceux que j'aimais. » Léna déglutit péniblement. Les yeux de Mila brillèrent. La gorge de Lucas se serra. Mais ensuite, j'ai réalisé que personne ne m'attendait là-bas. Le vent hurlait autour d'eux. « La personne qui avait le plus besoin de moi, murmura-t-il, était toujours ici, essayant de respirer, essayant d'être courageuse. » Il ne prononça pas le nom de Noah. Il n'en avait pas besoin. L'émotion dans sa voix reflétait la vérité. Il tourna son regard vers Léna. « Si tu n'étais pas là, qui protégerait ta sœur quand le monde devient trop bruyant ?» Léna trembla. Ses jointures blanchirent. Puis Lucas détourna lentement les yeux vers Mila. « Et toi, si tu disparaissais, qui garderait cet oiseau en bois en sécurité? Celui que tu as choisi de garder? Celui qui t'a aidé cette nuit-là ?» La poitrine de Mila se brisa dans un sanglot silencieux. Léna regarda sa sœur. Elle la regarda vraiment. Et quelque chose en elle se brisa aussi. « Je suis tellement en colère !» s'écria soudain Léna. « Papa nous a quittés. Et tout le monde continue de partir aussi. » Mila lui prit la main, les larmes coulant sur ses joues. Et pour la première fois en 3 mois, elle parla d'une voix faible. « Nous a quittés. » Ces mots frappèrent Léna comme un choc. La voix de Mila tremblait. « Nous avons cessé de nous tenir la main. » Le visage de Léna se décomposa. « Mila, tu as parlé. » Les jumelles se sont précipitées l'une vers l'autre et se sont serrées si fort dans les bras que cela faisait mal à voir. Lucas gardait ses distances, mais ses larmes brouillaient sa vision. Il tendit les mains, non pas pour les attraper, mais pour leur indiquer le chemin du retour. « Quand vous serez prête, murmura-t-il, faites un pas en arrière. Je vous attendrai ici. » 2 petites paires de pas raclèrent le béton. Hésitant, tremblant, puis plus assurés, elles coururent vers lui. Elles se jetèrent dans ses bras, sanglotant, s'accrochant à lui avec un soulagement désespéré. À ce moment précis, la porte du toit s'ouvrit brusquement. Evelyne, 2 gardes et 2 officiers se précipitèrent vers eux. Les officiers tendirent les bras vers les filles, mais les jumelles crièrent « Hint, ne l'emmenez pas, il nous a sauvés !» Evelyne tomba à genoux à côté d'elle, rassemblant ses filles et Lucas dans une étreinte fragile et tremblante. « Je suis désolée !» pleura-t-elle, la voix brisée. « Je suis tellement désolée !» Lucas les serra tous dans ses bras sans dire un mot. Puis, dans sa poche, son téléphone vibra. Un message des urgences. « Noah est stable, c'est un battant. Appelez-nous demain. » Lucas expira un souffle qui semblait venir du plus profond de lui-même, à la fois soulagé et terrifié. Son fils était sain et sauf. Mais demain, il allait devoir affronter une tempête bien plus violente que celle qui sévissait sur ce toit. La porte du toit claqua derrière les agents qui se précipitaient, mais elle aurait tout aussi bien pu se trouver à des kilomètres de là. Ici, le monde s'était réduit au bruit des respirations tremblantes, au claquement du vent contre les balustrades métalliques et au battement fragile du cœur de 2 petites filles qui avaient failli basculer dans le vide. Léna et Mila s'accrochaient au bras de Lucas, serrés contre sa taille, leur corps tremblant d'une peur qui laisse des traces dans l'âme. Evelyne s'agenouilla à côté d'elle, le souffle court et irrégulier. Elle toucha les cheveux des 2 filles, leur dos, leurs épaules, comme si elle avait besoin d'une preuve qu'elles étaient bien réelles. « Je suis là, je suis juste là », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis les policiers s'approchèrent prudemment, ne sachant pas s'ils devaient intervenir. Léna les a sentis les premiers. Elle serra plus fort et s'écria « Ne l'emmenez pas, il nous a sauvés !» Sa voix se brisa de désespoir, résonnant sur le toit.
Les policiers se figèrent. Evelyne leva les yeux rougis, la voix fragile. « Ne les touchez pas, s'il vous plaît. » Lucas garda un bras autour de chacune des jumelles, les rassurant tandis que leurs sanglots se calmaient lentement. Le vent soufflait autour d'eux, mais l'endroit semblait plus chaud que le reste de la nuit. Finalement, Lucas murmura « Rentrons. D'accord, il fait froid ici. Ici, en ici. » Les jumeaux acquiescèrent sans un mot, toujours accrochés à lui. Mais avant que quiconque puisse bouger, le téléphone de Lucas vibra à nouveau dans sa poche. Il hésita, puis le sortit. Un message de Noah. Aux urgences. Stable. On se parle demain. Il a demandé à te voir. Le soulagement fut vif et douloureux, comme un souffle retenu trop longtemps. Evelyne remarqua que sa voix s'était adoucie. « Lucas, va voir ton fils. » Il secoua la tête. « Je ne les quitterai pas tant qu'elles ne seront pas en sécurité. » Mais dès que ces mots sortirent de sa bouche, quelque chose changea dans l'expression d'Evelyne. Quelque chose de profond et de déchirant. Car ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'elle attendait depuis des mois que quelqu'un prononce ces mots à l'intention de ses filles. Dans les heures qui suivirent, l'incident sur le toit se déroula comme un cauchemar au ralenti. Les agents de sécurité escortèrent les filles pour qu'elles subissent un examen médical. Evelyne les suivit en silence, à l'exception de quelques murmures rassurants. Lucas resta dans le couloir, faisant les 100 pas, se frottant les mains, luttant pour trouver un équilibre entre sa peur pour Noah et sa douleur pour les jumelles. Quand un médecin sortit enfin, Evelyne faillit se précipiter vers lui. « Elles vont bien physiquement », dit le médecin doucement, émotionnellement fragile, mais en sécurité. « Vous pouvez les voir. » Evelyne poussa un soupir tremblant, puis se tourna vers Lucas. « Elles n'arrêtent pas de demander où vous êtes. » Lucas déglutit péniblement. « Laissez-moi les voir. » Dans la salle d'examen, les jumelles étaient assises côte à côte sur un petit lit d'hôpital, les épaules se touchant, les mains se frôlant, se rassurant mutuellement. Léna leva les yeux la première. « Vous n'êtes pas partie. » Mila acquiesça lentement, les larmes coulant sur ses joues. Elle serra l'oiseau en bois contre sa poitrine. Lucas s'agenouilla à leur hauteur. « Je vous ai dit que je resterai jusqu'à ce que vous soyez en sécurité. » Léna renifla. « Vous le promettez ?» Il posa sa main sur la barrière. De tout mon cœur, Mila tendit la main et posa sa petite main sur la sienne. Evelyne se détourna discrètement, retenant ses larmes. Quelques heures plus tard, lorsque les filles furent stabilisées et endormies dans la suite privée d'Evelyne au sommet de la tour, Lucas sortit enfin. La nuit touchait à sa fin, l'aube peignant le ciel d'une faible lueur grise. Evelyne le rejoignit sur la terrasse, les bras croisés autour d'elle, les cheveux ébouriffés par la brise. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis elle murmura « J'ai cru que je les avais perdus ». Lucas baissa les yeux. Le traumatisme pousse les enfants à penser que disparaître est le seul moyen de retrouver ce qu'ils ont perdu. Evelyne le regarda, la douleur douce dans les yeux. « Comment savais-tu où elles étaient allées ? Ce vieux toit n'a pas été utilisé depuis des années. » Lucas marqua une pause. « C'est là que les gens vont quand ils se sentent oubliés. » Ces mots la frappèrent avec une force inattendue, continua-t-il d'une voix calme mais basse. « Je sais ce que l'on ressent quand on se tient trop près du bord, non pas parce qu'on veut mourir, mais parce qu'on ne sait pas comment vivre avec ce qui reste. » Quelque chose d'inexprimé passa entre eux, une compréhension fondée sur des blessures parallèles. Elle demanda doucement « Quelqu'un t'a-t-il ramené ?» Lucas secoua la tête. « Mon fils, qui respire, qui se bat, c'était suffisant. » Evelyne expira dans un souffle tremblant. « J'envie ta lucidité. » Il se tourna vers elle. La lucidité n'est que la douleur qui a enfin appris à parler. Ses yeux brillèrent. Puis son téléphone vibra à nouveau. Lucas baissa les yeux vers l'écran. Un autre message de Madame Donnelly. « Noah a demandé si tu viendrais demain matin. » Il ferma les yeux un instant, accablé par le poids de tout ce qu'il devait supporter. Evelyne vit la fatigue s'installer sur ses épaules. « Lucas, tu dois y aller. Il a besoin de toi. » Lucas acquiesça, mais ne bougea pas. Sa voix se brisa légèrement. « Et tes filles ? Elles iront bien ce soir, » dit-elle doucement, « parce que tu les as soutenues pendant le plus dur. » Sa main effleura son bras, pas de manière romantique, mais reconnaissante, humaine, réelle. Il prit une lente inspiration. « D'accord, » murmura-t-il. « J'irai, mais je serai là demain à la première heure. » Elle acquiesça, un petit sourire tremblant au coin de ses lèvres. « C'est ce qu'ils veulent. » Il se dirigea vers l'ascenseur, mais juste avant que la porte ne se referme, Evelyne l'appela doucement. « Lucas » dit-elle. Il se retourna. Sa voix était presque un murmure. « Merci d'être resté, alors que c'était la chose la plus difficile à faire. » Lucas déglutit,
puis acquiesça une fois avant que les portes ne se referment. Il ne vit pas les deux journalistes qui se tenaient devant le bâtiment. Il ne vit pas les flashs des appareils photo. Il n'entendit pas les mots chuchotés. C'était lui, le concierge, celui des vidéos virales. Demain, les gros titres exploseraient. Demain, le monde déciderait qui il était. Mais ce soir, juste pour ce bref et fragile moment, il était exactement ce dont deux petites filles avaient besoin. Et demain, il devrait se battre pour avoir le droit de rester. Le matin arriva bien trop vite. Lucas n'avait presque pas dormi. Il avait passé la nuit assis sur une chaise en plastique à côté du lit d'hôpital de Noah, écoutant la respiration douce et rauque d'un garçon qui avait appris à combattre la peur avec un courage tranquille. Le bip rythmique du moniteur d'oxygène était étrangement réconfortant, lui rappelant que Noah était toujours là, toujours en train de se battre. Au lever du soleil, Noah s'agita. « Papa, tu es venu », murmura-t-il d'une voix faible mais soulagée. Lucas lui serra la main. « Bien sûr que je suis venu, rien n'aurait pu m'en empêcher. » Mais alors même qu'il prononçait ces mots, il sentit le poids de la vérité. Il avait été retenu par deux autres enfants qui avaient également besoin de lui, qui luttaient eux aussi contre leurs propres démons. La culpabilité et l'amour se mêlaient dans sa poitrine. Il repoussa les cheveux de Noah en arrière. « Je suis désolé de ne pas être arrivé plus tôt. » Noah cligna des yeux en le regardant. « Ce n'est pas grave, je sais que tu aides aussi d'autres enfants. » Lucas eut le souffle coupé. Il ne savait pas si cela le rendait fier ou brisé. Avant qu'il n'ait pu répondre, son téléphone vibra, signalant 3 messages consécutifs. De la part d'Evelyn. Conférence de presse à 10h. La tempête médiatique s'intensifie. Je ne les laisserai pas te détruire. Lucas fixa ces mots comme s'ils ne lui étaient pas destinés. Il était concierge, un homme qui passait sa vie à nettoyer derrière les autres, à se fondre dans les couloirs, à régler des problèmes que personne ne voulait reconnaître. À présent, il faisait apparemment la une des journaux. Noah l'observait attentivement. « Papa, tu as des ennuis ?» Lucas eut un petit rire forcé. « Les gens sont confus, c'est tout. Les adultes s'énervent quand ils sont confus. Tu vas arrêter d'aider ces filles ?» demanda Noah. Lucas inspira lentement, la question le touchant profondément. « Seulement si ta présence te fait du mal. » Noah secoua faiblement la tête. « Aider les gens ne me fait pas de mal. » Quelque chose en Lucas se stabilisa à ces mots. Il embrassa le front de son fils. « Repose-toi, je reviendrai tout de suite après. » La salle de conférence de presse de Tourmorel Biotechnologies bourdonnait déjà avant même l'arrivée d'Evelyn. Les journalistes parlaient tous en même temps. Les flashs crépitaient, les micros raclaient la table tandis que les journalistes se pressaient autour d'elle. Le PDG va-t-il démissionner? Où sont les jumelles maintenant? Pourquoi un concierge s'occupe-t-il d'elle? Y a-t-il une tentative de dissimulation? Les agents de sécurité ne parvenaient pas à calmer le chaos. Puis Evelyn entra. La salle se tut d'un seul coup, non pas parce qu'elle l'avait exigé, mais parce qu'elle dégageait une autorité tranquille qui incitait les gens à l'écouter, même s'ils n'en avaient pas envie. Pendant un instant, elle se contenta de regarder la foule. En arrière-plan, les appareils photo cliquaient, comme des insectes nerveux. Elle mit de côté le communiqué de presse préparé sans y toucher, puis saisit le podium. « Mes filles, commença-t-elle, ont perdu leur père il y a 3 mois, et ce faisant, elles ont perdu leur sentiment de sécurité, leur voix, leur capacité à comprendre un monde qui est soudainement devenu cruel. » Elle inspira, la voix tremblante mais forte. « Toute ma richesse, tous les diplômes de cette entreprise, tous les experts que j'ai engagés, rien de tout cela n'a touché la partie d'elle qui souffrait. » Un murmure parcourut la salle. Evelyn continua. « Et oui, quelqu'un les a touchés. Pas un thérapeute, pas un spécialiste, pas un médecin. » Avant que les journalistes ne puissent l'assaillir de questions, elle a levé le menton. Un concierge. Une vague de murmures a parcouru la salle. Evelyn a élevé la voix juste assez pour se faire entendre. Un concierge qui s'est assis sur le sol froid sans qu'on le lui demande. Qui est resté quand les choses sont devenues bruyantes. Qui n'a pas fait la leçon. Qui n'a rien imposé. Qui n'a pas fui. Sa voix s'est adoucie sous l'effet d'une émotion qu'elle n'a pas cachée. Mes filles ont posé leurs mains sur la vitre ce soir-là parce qu'ils croyaient qu'elles pouvaient le faire. Elles lui faisaient confiance, alors qu'elle ne faisait confiance à personne d'autre. Un journaliste a crié « Êtes-vous en train de dire que vous soutenez cette relation ?» Evelyn n'a pas bronché. « Je dis que mes filles se sentaient en sécurité avec une seule personne dans tout ce bâtiment. Et ce n'étaient pas les spécialistes approuvés par le conseil d'administration. C'était un homme qui savait rester quand les choses étaient difficiles. » Un autre journaliste a insisté. « Mais n'êtes-vous pas préoccupé par la responsabilité en matière de risque ?» Le regard d'Evelyn s'est aiguisé.
Mes filles sont plus en sécurité avec quelqu'un qui sait aimer discrètement qu'avec une salle remplie de personnes qui ne savent que facturer à l'heure. Des exclamations se sont élevées dans la salle. Suggérez-vous que je déclare ? Elle a fermement interrompu en disant que les qualifications ne remplacent pas le caractère. Des chuchotements ont éclaté. Les appareils photos ont flashé. Puis quelqu'un a demandé « Où est ce concierge ? Pourquoi n'est-il pas ici ?» Avant qu'Evelyne n'ait pu répondre, les portes au fond de la salle s'ouvrirent silencieusement. Lucas entra. Il ne parla pas. Il ne leva pas la main. Il ne se défendit pas. Il se tint simplement là, humble et calme, comme s'il ne comprenait pas pourquoi on l'avait invité dans une salle remplie de micros et d'accusations. Les journalistes se tournèrent vers lui comme un vol d'oiseaux sentant une nouvelle proie. « Le voilà, monsieur Hale. Avez-vous outrepassé vos fonctions ? Manipulez-vous les jumelles cardiaques ? Étiez-vous seul avec elles sans autorisation ?» Lucas figea tous les projecteurs, le transformant en quelqu'un qu'il n'était pas. Il ouvrit la bouche, puis la referma, la poitrine serrée. Mais Evelyne s'interposa devant lui. « Assez. » Les journalistes se turent. Elle regarda Lucas, le regarda vraiment, et quelque chose de doux s'épanouit dans son expression, quelque chose que la salle n'était pas censée comprendre. Puis elle s'est de nouveau tournée vers les caméras. « Lucas Hale, a-t-elle dit, a sauvé la vie de ma fille à 2 reprises sans demander de louange, de position ou de permission. Sa voix s'est brisée. Et si le monde a besoin d'un méchant pour donner un sens à leur rétablissement, ce ne sera pas lui. » Un murmure a parcouru la foule. Certains étaient émus, d'autres sceptiques, tous captivés. Quelques heures plus tard, à la fin de la conférence de presse, Lucas se tenait dans un couloir calme à l'extérieur de la salle Haven, un espace encore vide, attendant toujours d'être transformé. Evelyne le rejoignit. Elle s'appuya contre le mur, laissant échapper un soupir tremblant. Je pensais chaque mot. Lucas fixait le sol. « Je n'ai rien demandé de tout cela. Je sais, » dit-elle doucement. « C'est pourquoi tu es la seule personne en qui j'ai confiance dans cette situation. » Il ne répondit pas. Elle s'approcha. « Lucas, que s'est-il passé sur ce toit ? Tes filles avaient besoin de quelqu'un. » C'est tout ce qu'il dit rapidement. « Non !» Sa voix s'adoucit. Ce n'était pas seulement elle. Il leva les yeux. Pour la première fois, elle laissa ses yeux trahir toute la fatigue, le chagrin, la gratitude et la peur qu'elle avait retenue. « Tu m'as aidé à respirer à nouveau. Moi aussi. » Cette confession resta suspendue entre eux, fragile et réelle. Lucas déglutit péniblement. « Je ne suis pas thérapeute. Je ne suis pas un sauveur. Je suis juste un homme qui reste, » murmura-t-elle. « C'est plus que suffisant. » Il regarda autour de lui la salle de repos vide. « Et si je gâchais tout ? Et si je faisais encore du mal à quelqu'un ?» Evelyne secoua la tête. « Tu n'as entendu personne, Lucas. Tu es la seule partie de cette histoire qui ne s'est pas mal passée. » Ses épaules se détendirent pour la première fois depuis des jours. Elle se dirigea vers le centre de la pièce. « Je veux construire quelque chose ici, un espace où les enfants peuvent se reposer, sans être traités, sans être testés, juste être soutenus par la présence de quelqu'un qui comprend la douleur. » Il la rejoignit, imaginant cela. Les voix, les rires, les doux sons de la guérison. Sa voix baissa. « M'aideras-tu à le construire ?» Il hésita, puis murmura. « À une seule condition. » Elle se retourna. « Aucun enfant ne doit penser que je remplace ses parents, dit-il. Je ne suis pas là pour les guérir. Je suis là pour m'asseoir à leur côté pendant qu'ils guérissent. » Evelyne sourit, un petit sourire sincère, plein d'espoir. « C'est exactement ce que je veux, » dit-elle. La première chose que tout le monde remarquait en entrant dans Arden et Hale Haven, ce n'était pas le mobilier, l'éclairage ou même les jouets. C'était le bruit. Pas fort, pas chaotique, juste des rires doux et légers, le grattement des crayons sur du papier épais, le bruit sourd des petits pieds sur la moquette, un bruit comme un murmure de guérison sous la surface. Un an s'était écoulé. Le rez-de-chaussée où l'aile autrefois vide de Tourmorel Biotechnology s'était transformé en sanctuaire. Une lumière dorée baignait les étagères remplies de jouets en bois, chacun sculpté par les mains habiles de Lucas. L'air était imprégné d'une légère odeur de cèdre chaud et d'un parfum sucré, comme celui de l'espoir qui prend forme. Une grande affiche était accrochée au mur. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de rester. Les enfants déambulaient dans la pièce par petits groupes, certains discutant, d'autres jouant en silence, d'autres encore simplement assis les uns à côté des autres, trouvant du réconfort dans le calme partagé. Au centre, Lucas était assis en tailleur sur un tapis moelleux, tapotant doucement un cheval en bois contre le sol tandis qu'un petit garçon gloussait et essayait d'imiter le son. À sa gauche, Mila dessinait un bateau sur une feuille de papier, ses traits assurés et réguliers. À sa droite, Lena aidait un enfant plus jeune à construire une tour avec des blocs,
lui donnant des instructions d'une voix autoritaire mais chaleureuse. Et tout près, perché sur un siège de fenêtre, un carnet de croquis posé sur les genoux, Noah souriait en observant la scène. Sa respiration était désormais claire, plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ses inhalateurs faisaient toujours partie de sa vie, mais la peur, elle, avait disparu. Il croisa le regard de Lucas et lui fit signe. Lucas lui répondit, le cœur réchauffé par une gratitude qu'il n'avait jamais considérée comme acquise. Les enfants allaient et venaient, mais le sentiment restait le même. Cette pièce respirait, et elle respirait parce que eux respiraient. La lumière du soleil de fin d'après-midi glissait sur le sol tandis que les derniers enfants disaient au revoir. Lorsque la porte se referma enfin, Haven sembla plus douce, plus calme, son cœur battant au rythme d'un bourdonnement paisible. Lucas commença à ranger, empilant les jouets en bois, réorganisant les coussins, essuyant les tables. Cette routine lui semblait aussi apaisante qu'une prière en mouvement. Des pas se rapprochèrent de la porte. « Tu sais, dit Evelyne chaleureusement, appuyée contre le cadre, la plupart des gens engageraient une équipe de nettoyage pour un endroit de cette taille. » Lucas rit doucement. « J'aime terminer la journée avec quelque chose de simple. » Evelyne entra, ramassa un crayon égaré et le plaça dans un panier. « Haven est magnifique aujourd'hui. Elle était magnifique hier aussi, » répondit Lucas, puis il marqua une pause. « Et tous les jours avant ça, » dit Evelyne avec un sourire doux et mérité. « C'est grâce à toi. » Il commença à secouer la tête, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Pas de fausse modestie, Lucas. Tu as construit tout ça avec ton cœur. »« Et mes filles » dit-elle d'une voix tremblante, mais elle se ressaisit. « Elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui parce que tu es resté quand elles avaient besoin de quelqu'un. » Il déglutit, les yeux rivés sur le dessin. Mila avait laissé derrière elle une image représentant 4 personnages debout sur un pont en bois. Entre eux, un petit oiseau volait dans le ciel. « Je ne suis pas resté seulement pour elle, » dit Lucas doucement. « Haven m'a guéri aussi. » Evelyne se tourna vers lui, son expression s'adoucissant. « Comment cela ?» Les doigts de Lucas effleurèrent le cheval en bois qu'il tenait dans sa main. « Cette pièce m'a appris le pardon. Pas pour ce qui s'est passé il y a des années, mais pour la façon dont je me suis puni par la suite. » Il expira profondément. J'avais cessé de croire que je méritais d'être entouré d'enfants. Haven m'a rendu cela. Un silence s'installa entre eux, non pas vide, mais plein de sens. Evelyne s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure doux. « Lucas, j'espère que tu le sais déjà, mais tu n'as jamais eu besoin de référence pour être bon. Tu avais seulement besoin d'être toi-même. » Sa gorge se serra. « Je ne voulais simplement pas que les enfants me prennent pour quelqu'un que je ne suis pas. » Elle sourit à cette remarque chaleureuse et amusée. « Et qui penses-tu être ?» Un type qui ouvre la porte et s'assoit avec eux quand leurs parents sont fatigués. Son regard s'adoucit. « Tu es plus que ça. » Il soutint son regard pendant un long moment silencieux. « Et toi, tu es contente de la façon dont les choses ont tourné ?» Evelyne regarda autour d'elle la salle de repos, les lampes d'angle dorées, les petites chaises, les étagères remplies de bateaux et d'oiseaux en bois, les échos de rire qui résonnaient encore dans l'air. Puis elle le regarda. « J'ai soutenu ma fille, » dit-elle, « et peut-être une partie de moi-même aussi. » Il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'avait pas besoin de dire à voix haute, mais elle le fit quand même. « Quand les gens me demandent « Qui est ma famille maintenant ?» murmura-t-elle. « Ma réponse prend plus de temps qu'avant. » Lucas sentit ces mots l'envelopper comme un manteau chaud. Il s'éclaircit légèrement la gorge. « J'espère que quelque part dans cette longue réponse, je ne suis pas seulement le concierge. » Evelyne rit doucement, d'un rire sincère et spontané. « Non, tu es la partie qui me manquait sans que je le sache. » Il sentit une chaleur l'envahir, pas écrasante, juste constante, comme lorsqu'on se tient près d'un foyer par une nuit froide. Leurs épaules se frôlèrent, ils ne s'écartèrent pas. Plus tard, le jour fit place au soir, et tous les 4 se rendirent au Brooklyn Bridge Park, un rituel devenu sacré au cours de l'année écoulée. Noah courut après un ballon de football sur la pelouse, son rire clair et joyeux. Mila s'assit sur la balançoire, agrippant les chaînes avec un courage retrouvé. Lena la poussa doucement, faisant semblant de ne pas sourire, mais sa voix la trahit. Lucas et Evelyne s'assirent sur un banc en bois, chacun tenant un gobelet en papier rempli de café. Le vent apportait l'odeur de la rivière et le grondement lointain de la circulation, une toile de fond familière et réconfortante. Evelyne murmura en regardant ses filles. « C'est la première fois depuis longtemps que je me sens en sécurité. » Lucas s'acquiesça. « Moi aussi. » Les jumelles les appelèrent. Mila agitait l'oiseau en bois qu'elle gardait encore tous les jours. Lena cria « Venez ici, on veut vous montrer quelque chose. » Evelyne se leva et tendit la main à Lucas.
sans dramatisme, sans geste cinématographique, mais avec la certitude tranquille de quelqu'un qui choisit le partenariat après un long chemin de deuil. « Nous devrions aller les rejoindre », dit-elle doucement. Lucas prit sa main. Cela semblait juste. Il se sentait stable. Il se sentait chez lui. Alors qu'il marchait vers les enfants, la lumière du soleil se refléta sur l'oiseau en bois, le faisant briller pendant un instant, comme un petit phare qui les avait guidés tous les quatre à travers leur pont brisé et vers ce que demain leur réservait. Et la voix du narrateur, douce et chaleureuse, destinée à toucher directement le cœur de l'auditeur, prononça la vérité finale. Que vous écoutiez depuis une pièce calme, un lit d'hôpital ou une vieille voiture garée dans un endroit isolé, souvenez-vous de ceci. Parfois, les plus grands miracles viennent de personnes qui refusent tout simplement de s'en aller. Et quelque part en vous, tout comme Lucas, Evelyne et les jumeaux, il y a un pont qui attend d'être reconstruit. Pas seul, mais avec quelqu'un qui choisit de rester. Avant de nous quitter, je voudrais vous laisser avec cette pensée. Chacun d'entre nous porte en lui une histoire. Certaines sont douces, d'autres lourdes, d'autres encore, nous n'avons jamais osé les raconter à voix haute. Et parfois, la guérison ne vient pas de grands gestes ou de personnes parfaites. Elle vient des moments calmes, de ceux qui choisissent de rester quand la vie devient difficile, des mains qui nous tendent la main quand nous avons oublié comment tendre la nôtre.